pense que j'ai eu envie assez tôt l'envie de raconter des histoires. Ça a pris peut-être autour du lycée la forme de film. À la base, j'ai plutôt un attrait pour le scénario. Et donc j'ai fait une école de scénario en Angleterre, à Londres, juste après le bac, et qui durait que 2 ans. Et puis après, je me suis un peu lancée. Et mon scénario de fin d'études, qui était mon projet de fin d'études, c'était un scénario de long métrage. Et c'est un film qui s'appelait White Lie. Et j'ai réalisé ce film. Donc j'ai réalisé une sorte de premier long métrage, mais un peu fait avec des bouts de ficelle, en Angleterre, avec très peu de sous, un peu des copains. Voilà. C'était un peu mes premiers pas dans la réalisation. Et après, le film a une petite sortie salle en France, assez confidentielle. Mais voilà, je garde de ce film une sorte de premier pas hyper concret de qu'est-ce que c'est de fabriquer un film à partir d'un texte, quoi. Mais c'était intéressant de se confronter très très tôt, je trouve, à quelque chose de très pratique, qui est quand même le cinéma. C'est vraiment dans un espace, diriger des comédiens, et il n'y a rien de théorique en fait, c'est beaucoup de la bricole. Et moi j'adore la bricole, je crois. donc c'était bien pour ça. Le film est une adaptation très libre d'un livre de Melville qui s'appelle Bartleby, qui est un livre qui a été écrit en 1850, donc c'est vraiment vieux, et qui se passe donc dans le Wall Street de 1850. Donc moi j'en ai fait une transposition à La Défense. Et le livre racontait l'histoire d'un homme qui s'arrête de travailler et qui reste dans son bureau, et un jour son employeur lui demande Bartleby, faites ci, faites ça, et Bartleby dit je ne préférerais pas, qui est une phrase qui est restée assez célèbre, qui dit ni oui ni non, mais juste il s'arrête de tout faire, il s'arrête de travailler, il s'arrête de vivre, il reste là. Bon. Et le livre était raconté du point de vue de l'employeur, donc du point de vue de la personne qui ne comprend pas et qui n'a pas accès vraiment à ce personnage assez énigmatique. Et donc moi, en l'adaptant, j'ai repris l'idée de ce point de vue en fait. On n'est pas dans la peau du personnage énigmatique ou mystérieux et tout ça. Vraiment, on le regarde de loin et on se demande ce qu'il fait. Moi, j'avais donc écrit un scénario avec plus ou moins ce qui se passait et puis surtout les dialogues. Et quand on a tourné sans le son, puisqu'on ne voit pas les personnages qui parlent. Donc quand je suis arrivée au montage, j'avais vraiment des images muettes qui duraient très longtemps, parce qu'on ne savait pas exactement combien de temps ça allait durer. Bon, moi j'avais minuté un peu pour essayer de voir combien de temps ça prend une discussion entre deux personnes. Et puis en fait, j'ai un peu réécrit les dialogues et on a enregistré le son dans un deuxième temps en fait, pour coller aux images. On a tourné le film et 3 semaines après, le Covid est arrivé. Et donc on avait prévu de faire le film, enfin de tourner et ensuite d'enregistrer avec des comédiens et peut-être de faire des allers-retours avec le montage et tout ça. Le confinement est arrivé et donc on n'avait plus le droit de rassembler des comédiens pour des raisons de sécurité dans la même pièce. Donc je me retrouvais un peu avec juste ces images muettes, sans comédien. Et donc j'ai fait des sortes de voix témoins que j'ai moi-même enregistrées. J'ai demandé un peu à plein de gens de ma famille d'enregistrer des voix et tout ça, juste pour savoir un peu, pour avoir une idée du montage, quoi. Et ensuite, quand le Covid s'est, disons, un peu calmé et qu'on a pu reprendre embaucher des comédiens et faire la deuxième partie du film, c'est ce qu'on a fait, en fonction des voix témoins que j'avais un peu, des maquettes, quoi. Je pense que le film a été un challenge à plein d'endroits différents, à chaque fois, à la fois pour Balthazar Lab, qui était le chef-op, où on s'est dit, mais comment on filme
comment on filme quelqu'un qui attend et qui fait rien, de hyper loin. Donc on avait des sortes d'objectifs de caméra, de paparazzi, des trucs énormes que personne n'avait jamais utilisés parce que ça ne s'utilise jamais, ce genre de choses. On n'a pas besoin d'aller voir si loin normalement. Le comédien qui joue donc le personnage qui s'est fait licencier et qui reste sur le banc est joué par Alexandre Steiger. Et ce qu'on avait trouvé comme système, c'est que moi j'étais avec la caméra au 17e étage de la tour, lui était en bas sur la dalle de la Défense, et on se parlait je lui avais mis une oreillette et je lui parlais au téléphone. Enfin, je l'espionnais en fait, dans un sens, et lui était parmi la foule qui ne savait pas qu'on tournait, un peu comme une caméra cachée. J'avais assez confiance en le son en fait, en tout ce qu'on peut faire avec le son et à quel point en fait on a beaucoup même d'informations avec le son, en fonction du casting, de la voix qu'on prend, il y a plein de choses en fait. C'était la consigne que j'avais donnée un peu à toute l'équipe du son, c'est que ça devrait tenir debout sans l'image. On s'était dit ça. Et même au mix, on s'est dit, ok, si on ferme les yeux, est-ce qu'on a l'impression d'être dans un bureau ? Est-ce qu'on arrive à avoir presque à recréer une perspective avec le son, quoi, d'avoir la sensation de quelqu'un qui est au premier plan et qui parle très très près, et quelqu'un qui va être vachement plus loin, qui passe dans le bureau. Ouais, c'était vraiment, c'était très fort l'expérience de ce film. Et je découpe assez précisément les scènes où j'avais fait pas mal de dessins. J'avais certains plans où, par exemple, un des premiers plans au début du film, le cadre est très large et on le voit en tout petit. Et en fait, on le repère parce que les personnages nous décrivent, tu vois, ce mec assis sur le banc, il a une chemise grise, une petite sacoche et tout. Et en tant que spectateur, on le cherche dans l'image, on cherche le mec avec son costume gris et tout ça. Et ça, on s'était dit, c'est le plan Trouver Charlie. C'est un plan large et tu cherches un mec. Et ensuite, il y a quelque chose qu'on s'est rendu compte assez vite avec Balthazar Labb, le chef opérateur du film, c'est que d'être dans une position d'être haut en fait par rapport à quelqu'un, et regarder en bas, et surtout avec un gros zoom de paparazzi un peu, c'est très fascinant. En fait, on a envie d'espionner des gens pendant des heures. Il y a des choses que j'ai un peu trouvées au montage, ces zooms par exemple, qui sont vraiment des très très gros plans. En fait, ils étaient prévus dans le découpage, et on n'a pas trouvé les objectifs qui pouvaient faire ça. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas zoomer si loin. Et du coup, ça, c'est des trucs où je me suis dit, allez, tant pis, je zoome à fond dans l'image. Il y avait un côté un peu jazz, quoi. Je tente des trucs, ça marche pas trop, ça marche. Il y avait quand même un truc que j'avais toujours en tête, c'est qu'il fallait pas que ce soit un film d'art contemporain. J'avais envie que ce soit un film narratif et même tendu, presque avec du suspense, quoi. Donc ça, je crois que cette ligne de conduite que je m'étais imposée m'empêchait de faire tout et n'importe quoi non plus avec les images. C'est la déshumanisation du travail, mais c'est surtout la défense particulièrement, mais parce que la défense représente aussi beaucoup le monde du travail. C'est un peu une sorte d'incarnation, d'icône du monde du travail, la défense. D'un endroit où les individus peuvent disparaître sans qu'on s'en préoccupe. Et je pense que le politique rejoignait aussi un peu une idée, enfin une envie un peu poétique de montrer quelqu'un qui se retire du monde tout en restant dans le monde, enfin quelque chose un peu comme ça, quoi, qui reste. C'est pas juste tout seul au milieu de la foule, parce que ça on peut l'avoir dans plein de situations, mais quelqu'un qui devient absent à lui-même, qui devient un peu comme une coquille vide. Et deux choses là, le politique, poétique, ça se rejoignait bien là-dessus.